Donc avec Mathieu, on va vous faire cette présentation. Alors on aurait pu faire une pièce de théâtre à deux voix, mais on n'a pas eu le temps d'écrire tous les dialogues. Donc il m'a demandé aussi d'être porte-parole de ces diapositives et de ses propos. Donc je vais essayer de faire ça parce que nos deux visions, bien sûr, moi plutôt sur, on va dire, l'agriculture des régions tempérées et la vision de Mathieu sur maintenant les Suds au sens large, avec son travail et sa vision qui a permis de croiser un peu ces deux aspects, se complètent dans cette présentation. Alors, ce qu'on va essayer de montrer dans cette présentation, c'est que en général, on part, lorsqu'on fait des analyses territoriales ou des analyses à des niveaux globaux, de la performance à l'échelle de la parcelle, à l'échelle de l'animal, et on agrège jusqu'à arriver à ces niveaux territoriaux pour faire des propositions, pour construire les scénarios. On va voir que cette agrégation, elle n'est pas simple, et que suivant ce que l'on veut dire, ce que l'on peut observer à un niveau d'organisation n'est pas forcément conservé à tous les niveaux d'organisation, et que ça nécessite sûrement des façons différentes de poser les questions. Donc à partir de ça, on fera une illustration de cette idée, et on essaiera de proposer un peu une vision de ce qui pourrait être une forme d'approche de ces questions-là. Alors, pour ce qui concerne le thème, on a choisi le thème du carbone, du changement climatique. Oula, ça passe plus vite que moi, là. Et donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, bon, l'élevage a été mis en position d'accusé. Nos pauvres vaches, cette magnifique vache dans les Alpes, étant utilisée pour montrer qu'elle polluait plus que la compagnie aérienne en question. Bon, ceci dit, ce n'est pas forcément les mêmes usages et peut-être que des fois, entre manger et voler, je ne sais pas ce qu'il faut choisir, mais c'est surtout des usages très différents. Ce débat, juste pour montrer quand même qu'aujourd'hui, c'est assez présent et qu'on le retrouve à beaucoup de niveaux. Alors pourquoi il y a ces phénomènes? C'est qu'effectivement, l'agriculture est concernée par 3 gaz à effet de serre majeurs, mais on va dire principalement 2 qui sont liés à ces processus. Le méthane qui est largement issu des fermentations entériques d'une part, des ruminants, voire des autres animaux aussi, mais là c'est plus de l'entérique, c'est digestif. Et puis la gestion des déjections qui représente un autre poste très important d'émissions de méthane, que ce soit en bâtiment, au stockage ou dans certaines phases de traitement. Comme c'est un gaz qui a un pouvoir de réchauffement global très important, dans la précédente comptabilité, c'était 21, mais aujourd'hui, comme on a raccourci un peu les horizons, c'est 25 fois le pouvoir réchauffant du CO2. C'est un gaz qui est relativement important. Et le deuxième, c'est le N2O, bien sûr, lié à la fertilisation minérale, d'une façon générale à la cascade de l'azote, et pour lequel, en fait, on a un pouvoir réchauffant qui est très, très, très élevé. Là, on est à 310 fois, bon, un petit peu moins aujourd'hui, puisque quand on raccourcit l'horizon, ça baisse un petit peu pour lui, 298, mais en gros 300 fois le pouvoir réchauffant du CO2. Donc 1 kg de N2O, c'est un pouvoir réchauffant énorme. Et là, c'est vraiment très lié au cycle de l'azote. Et puis, il y a quand même un peu de CO2 malgré tout. Le problème du CO2, c'est surtout l'utilisation en agriculture de ressources énergétiques fossiles sur lesquelles on peut avoir des tensions à l'avenir et aussi des notions d'efficience sur les systèmes. Un point quand même, c'est qu'on peut avoir du stockage de carbone lié aux activités agricoles, suivant le type d'activité, et que ceci fait partie des choses qu'il faut regarder également. Donc, quand on regarde un système agricole, c'était pas le... J'ai perdu une diapo, je pense. Ça passe plus vite que chez moi. Bon, donc, elle a disparu, c'est bien. Quand on regarde ce problème pour essayer de trouver des solutions pour réduire ces impacts, en fait, en général, on a plusieurs niveaux pour l'aborder. Le niveau animal ou le niveau parcelle, en général, parce que c'est là où se passent les processus. En fait, on a vu que le processus d'émission de méthane, c'était lié au fonctionnement des écosystèmes microbiens. On pourrait le regarder aussi pour le N2O avec la nitrification, dénitrification dans les processus des sols, etc. Donc ça, c'est des processus élémentaires qui se situent à des niveaux
relativement infra. Si jamais on regarde après là où se passent ces processus, en général c'est à l'échelle de l'exploitation, et l'essentiel des interactions entre ces processus sont liées à la conduite de ces systèmes-là, et donc à la prise de décision, aux choix qui sont faits par le décideur, qui en général est un agriculteur, un éleveur, et qui a plusieurs façons d'organiser ces processus. Et puis il y a un dernier niveau qui est important, c'est celui du territoire, du pays, où on va en fait mesurer les impacts globaux. C'est là où on va avoir le problème des ressources, où on va avoir le problème des impacts, le plus souvent pour évaluer tout ça. Donc ces trois niveaux d'échelle, il faut essayer de les articuler et voir si l'approche un peu agrégative que j'ai proposée, les processus qu'on essaye d'améliorer au niveau de l'exploitation, qu'on essaye de regarder au niveau du territoire, eh bien, permet d'optimiser les choses. C'est-à-dire, est-ce que si j'optimise systématiquement les processus au niveau infra, je vais avoir le maximum de bénéfices au niveau supra. Donc, comment on peut arriver à optimiser ces systèmes. Et là, ce que je vais essayer de faire, c'est de décrire ça aux différents niveaux d'organisation qu'on peut imaginer pour essayer de trouver des solutions d'adaptation au problème du carbone. Le premier niveau, c'est le niveau animal. Et je vais rappeler qu'au niveau animal, une grande partie des problèmes liés au cycle du carbone, c'est en fait le découplage dans des molécules relativement organisées par la photosynthèse du carbone et de l'azote. Enfin, j'ai pris que le carbone et l'azote, mais une grande partie des émissions sont liées à ce découplage par à la fois les processus de digestion et puis les processus après de métabolisme qui en fait vont conduire à des déchets sous des formes qui sont plus ou moins stables et vont provoquer les émissions de méthane et de rejets azotés qui, sous des formes relativement instables, peuvent conduire à l'apparition également du N2O. On peut avoir évidemment la possibilité de recoupler assez rapidement certains de ces éléments, notamment au niveau de l'azote, mais pour ce qui est du CH4 ou du N2O, en général, c'est trop tard. Alors, la solution, on la retrouve dans beaucoup d'endroits, c'est ce schéma-là, là, c'est ici, on a repris la figure de Pierre Gerbert, qui montre ici le pouvoir réchauffant d'1 kilo de lait corrigé en fonction de la productivité par vache. Et donc, il n'y a pas photo, on a une belle courbe avec une décroissance exponentielle. Moins on produit par vache, plus le pouvoir réchauffant est important. Et on voit que même entre 3000 et 9000, on divise encore presque par 2, même si ça paraît s'écraser, l'échelle aujourd'hui est plutôt dans ces eaux-là. Donc il faut intensifier à la vache, il n'y a pas de souci. Et puis c'est assez logique finalement, puisque plus on a une vache qui produit, plus finalement le besoin d'entretien étant constant, on a un rapport entre les dépenses de production pour faire du lait et les dépenses d'entretien qui est important. Et donc, lié à ça, on va avoir tout un ensemble de processus d'efficience qui font qu'on va être plus efficient si jamais on produit beaucoup de lait par vache que si on ne produit pas beaucoup. Donc tout ça paraît évident et incontestable. Et si on fait, même dans nos systèmes relativement avec des vaches fortes productrices, puisque là j'ai pris 2 exemples avec un système herbagé, des vaches à 7500 litres de lait avec un peu de complémentation, et puis des vaches très fortes productrices, adultes, avec un système maïs concentré en ration complète toute l'année, un peu à l'américaine. Si on fait un bilan, en fait, on s'aperçoit, je ne détaille pas toutes les entrées-sorties de ces bilans de la vache à l'échelle de l'année, mais qu'en gros, on a quand même une émission de CH4, de carbone de CH4 par kilo de lait qui est un peu supérieure en système herbagé par rapport à des systèmes maïs. Donc là encore, ça confirme cette suprématie un petit peu de systèmes qui seraient à la fois consommateurs de ressources de qualité et de production élevée des animaux, sachant que les deux vont de pair, hein, parce qu'on ne fait pas 10 500 litres de lait avec de la paille. Donc, quand on regarde le niveau animal, la logique, c'est vraiment une logique d'intensification. Et il faudrait utiliser des vaches fortes productrices, par exemple. Plutôt utiliser des régimes de qualité, conservés avec une bonne valeur énergétique, l'ensilage de maïs, le concentré. Et donc, on aurait une meilleure utilisation de l'énergie, moins d'émissions par unité de produit. Et donc, la conclusion paraît relativement simple et crédible, et donc il suffit de multiplier ça en fonction des besoins de production.
Alors, est-ce que c'est vrai quand on garde la même logique à l'échelle de l'exploitation? Et est-ce qu'on peut continuer à s'apercevoir que finalement ce schéma marche bien? Alors là, c'est un graphique de Herrero qui a représenté différents types de systèmes de production dans différentes régions de la planète, hein, parce qu'il a une vision de ça. Et à la fois pour le lait, ici, dans ce graphe-là, avec ici la quantité euh, on va dire, de production par kilo d'aliments, et puis ici les émissions. Et on voit que ces deux critères d'efficience à l'échelle des systèmes, que ce soit pour le lait en C ou pour la viande en D, montrent que, là encore, ça a l'air de résister, et que plus on produit finalement de, comment dire, de protéines de qualité dans un système, que ce soit pour le lait ou pour la viande, par unité de consommation, plus en fait on est efficace sur la réduction des rejets de gaz à effet de serre. Donc ça semble à peu près coïncider, même s'il y a quand même des bémols dans la littérature. Ici j'ai trouvé un exemple qui était assez ancien déjà, et curieusement dans une revue où on ne s'attend pas forcément à trouver ça, parce que je pense que c'était Journal of Dairy Science, et qui comparait en fait un système américain de Californie avec un système de Nouvelle-Zélande. Donc c'est des systèmes laitiers. Le système californien, donc c'est des vaches très très fortes productrices. À l'époque, là, c'était 9000 litres de lait en moyenne économique par an, avec un régime moitié fourrage, moitié concentré. Donc voilà, il a simulé des données là-dessus. Il a calculé les émissions de méthane par vache, les émissions de méthane par kilo de lait. Et il fait la même chose avec des systèmes, en comparant avec des systèmes néo-zélandais qui sont pratiquement 100% herbes pâturées. Il y a très très peu il n'y a pas de concentré, il y a très peu de fourrage conservé dans ces systèmes-là, avec des vaches laitières qui produisent très peu, 3400, 3500 kg de lait par an. Donc on est sur des niveaux presque 3 fois inférieurs, et pour lesquels, effectivement, on a un peu moins d'émissions de méthane par vache, mais beaucoup plus par kilo de lait. Là, on voit que dans le système américain, on est à 37% d'émissions en moins. Mais par contre, on a tout ce problème de la gestion des effluents, dont on a vu tout à l'heure que c'était une composante importante du système. Et là, on n'est plus du tout sur la même chose, parce qu'on est ici sur un système où il n'y a pas du tout de stockage des effluents, puisque l'essentiel est restitué directement sur les parcelles, ce qui conduit à très très peu de processus d'émission globalement gazeux sur ces systèmes-là. L'azote rentre très vite dans le sol et il y a beaucoup moins d'émissions de N2O globalement. Et d'autre part, il n'y a pas de fermentation anaérobique ou très peu dans les bouses à ces niveaux-là, un petit peu, mais beaucoup moins que dans des grandes fosses à lisier où on accumule pendant toute l'année des quantités énormes. Et là, on a un trade-off très très important entre l'animal et le stockage, avec ici 18 grammes de méthane par kilo de lait contre 3. Ce qui fait qu'au total, rien que sur le critère méthane, en fait, on voit que le stockage déjà inverse un peu le propos. L'avantage de la vache très forte productrice, quand on la ramène à l'échelle du système et en prenant en compte les aspects stockage, on est déjà avec une vision un peu décalée. Si on fait des analyses de cycle de vie pour essayer de regarder à travers une diversité de systèmes de production si on retrouve quelque chose ici dans des systèmes de l'ouest de la France, comparé aussi avec les triangles roses, avec les données de la littérature, eh bien en fait, ici les émissions de CO2 par kilo de lait, enfin d'équivalent CO2 par kilo de lait, montrent que c'est très 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 difficile de montrer qu'entre 4000 litres et 9000 litres, on a une évolution très très nette des émissions de CO2 à l'échelle de l'exploitation lorsqu'on a fait ça. Alors bon, il y a des tas d'éléments qu'on pourrait discuter sur les calculs qui peuvent faire éventuellement les différences d'une façon ou de l'autre, mais tout le monde s'accorde à dire que c'est difficile de montrer pour l'instant un effet très net lié à ça. Alors d'où est-ce que ça vient? Et quand on fait les analyses de cycle de vie, on va s'apercevoir qu'il y a plein de façons de calculer cet impact par kilo de lait. Et notamment parce que, en général, quand on fait du lait, on fait toujours d'autres productions. Il y en a une qui est implicite, pratiquement, c'est la viande, parce qu'on ne peut pas faire vraiment de lait sans faire de la viande. Et donc, très vite, on est condamné à résoudre ce problème de la multiproduction dans un système.
Et on voudrait bien savoir quand même, du coup, par kilo de lait, ce qu'on fait. Alors là, il y a vraiment des stratégies très très différentes suivant les auteurs, on va dire, et la façon d'appliquer les analyses de cycle de vie, avec un débat que je ne vais pas complètement entamer, mais je vais quand même un peu l'effleurer, parce que derrière, il y a des enjeux énormes aujourd'hui qui se jouent, dans la mesure où l'analyse de cycle de vie prend une importance croissante dans la façon d'évaluer les systèmes de production aujourd'hui. Donc une solution peut être de faire aucune allocation. On prend toutes les émissions et on divise par la quantité de lait. Et puis finalement, la viande, on est dans un système laitier, donc on n'est pas là pour faire de la viande. Ça, c'est la vision un peu américaine, qui est reprise dans des articles publiés dans des bonnes revues. Il y a d'autres méthodes qui sont des allocations économiques, où on fait une allocation des émissions entre le lait et la viande et d'autres activités sur la base du prix. Alors bon, c'est un peu discutable. D'abord, ça peut bouger assez rapidement. Et puis, ça ne paraît pas être très représentatif des enjeux forts de l'allocation. Une autre forme, c'est de faire de l'allocation biologique. C'est déjà plus correct. C'est-à-dire d'estimer pour chaque étape de production, puisqu'en fait, on fait surtout de la viande dans la phase de croissance des animaux et on fait surtout du lait dans la phase des vaches adultes, où là, on va dire que l'accrétion de protéines est beaucoup plus faible. Et donc, on peut faire des allocations biologiques en estimant combien ça coûte de déposer de la viande et combien ça coûte de produire du lait, et en termes d'émissions, et on fait un pourcentage des émissions totales en fonction de ça. Une autre méthode qui a été proposée notamment par Christel Cederberg en Suède, c'était ne pas faire d'allocation, mais d'essayer de faire une extension de système. Parce que ce qui se passe quand on veut essayer de changer ou de tester des scénarios, c'est par exemple si on augmente le lait, ce qui se passe aujourd'hui, le lait par vache, eh bien en fait on fait moins de viande par kilo de lait chez des vaches qui produisent beaucoup que chez des vaches qui produisent peu. Donc comment on peut comparer les choses ? Et donc la méthode que propose Christel Cederberg, c'est de dire si on fait moins de viande dans un système, essayons de compenser dans un autre système la production de viande qu'on n'a pas faite dans ce système-là. Donc cette notion d'extension de système, elle conduit en fait à essayer d'adjoindre un système laitier qui a son petit veau, qui fait sa viande, etc. Un système de viande bovine qui fait de la viande, qui fait que de la viande, parce que sinon il serait en système laitier. Et quand on change ici la production de lait dans ce système-là, en fait, il faut qu'il y ait un système de viande bovine qui récupère la différence. Quand on regarde la valeur, entre guillemets, de la tonne de lait avec ces 4 méthodes, à l'échelle d'un système de production, on s'aperçoit que, évidemment, ça bouge énormément, ce qui doit inciter à beaucoup de prudence. Ici, on est à un peu plus d'1 kg d'équivalent CO2 par kilo de lait. L'allocation économique ne fait pas beaucoup, un petit peu moins, on est à 92%. L'allocation biologique, on est à peu près à 85%. Et si on fait de l'expansion de système, on n'est plus qu'à 65% de la valeur du kilo de lait sans allocation. Donc on voit que la façon que l'on a de représenter les différents impacts en termes d'allocation au sein du système change complètement la vision qu'on peut avoir. Donc ça doit rendre effectivement aussi assez prudent sur ça. Alors c'est assez étonnant parce que les filières se battent beaucoup évidemment là-dessus, puisque ça change éventuellement l'image du produit. Mais curieusement, pas dans le sens où on pourrait s'y attendre. Moi j'avais été étonné à la FAO, où finalement l'industrie laitière serait plutôt enclin de supporter des méthodes d'allocation qui donnent plus de poids au lait, ce qui leur permet aussi d'ailleurs de défendre des systèmes plus intensifs. Et les systèmes viande, ils seraient relativement intéressés par ça aussi, même si ça leur donne, ces systèmes d'expansion, même si ça montre un coût de la viande supérieur, parce que ça montre que la viande du lait, finalement, n'est pas tellement moins chère que la viande des systèmes bovins, viande spécialisée. Donc c'est assez, on voit que derrière, il y a des enjeux filières très très importants derrière ces méthodes d'allocation. Dernier point, c'est... quand on est à l'échelle des systèmes, c'est lié aussi à cette pluriactivité, à cette pluriproduction. Dans les Nords,
Cette pluriactivité, elle se limite en fait à la coproduction, souvent du lait et de la viande dans les systèmes bovins laitiers. Mais quand on est dans les suds, c'est encore plus compliqué, puisqu'on a des tas d'autres fonctions derrière un animal. Et on voit que le débat que l'on a pour simplement allouer les émissions entre du lait et de la viande, qui sont deux productions à valeur économique affirmée, s'il faut le prendre pour tenir compte de tous les rôles de l'élevage au sein de l'exploitation, la force de travail, le capital, le transfert de fertilité vis-à-vis des sols, etc., ça devient effectivement beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et à mon avis, la conclusion, elle va être encore plus difficile à tirer sur le rôle de l'intérêt des modes de production par rapport à des évaluations de type analyse de cycle de vie. Plus on aura d'interaction entre l'élevage et le milieu, plus ce sera difficile, avec des fonctions de production multiples, plus ce sera difficile d'évaluer. Donc là, il y a eu un travail qui avait été fait dans le cadre d'une thèse pour essayer d'évaluer l'impact de l'intégration entre agriculture et élevage sur l'efficience énergétique, qui est une des composantes aussi de cet aspect carbone. Et ce que l'on voit, c'est que dans les systèmes de production qui sont des systèmes liés au sol, avec une forte intégration, alors qu'est-ce que c'est que l'intégration agriculture-élevage? En fait, c'est plus ou moins la façon que l'agriculteur a de recycler en fait, ses éléments et ses forces de travail à l'intérieur du système. Donc de recycler les éléments organiques pour fertiliser, d'arriver à être autonome en termes de production fourragère et d'utiliser l'énergie animale comme énergie pour faire fonctionner le système. Quand on est vers des niveaux d'intégration agriculture-élevage élevés, on s'aperçoit qu'en général, l'efficience énergétique augmente chez les agriculteurs comme chez les éleveurs, le système périurbain étant un peu un cas particulier. Donc en conclusion, au niveau du système de production, on est sur une logique d'intensification à l'animal qui n'apparaît pas forcément aussi évidente que quand on était à l'échelle de l'animal. Parce qu'il y a toute la gestion des effluents, il y a tout le problème de la coproduction qui vient, et qu'on peut avoir dans certains cas un avantage plus net pour des systèmes herbagers que pour des systèmes à base d'ensilage de maïs. On l'a vu dans le cas de la Nouvelle-Zélande, en particulier lié à la gestion des effluents. On peut avoir une meilleure valorisation liée à une pluriactivité et une intégration agriculture-élevage qui renforce un couplage plus rapide des éléments, qui favorise aussi le côté très plurifonctionnel de l'élevage au sein de l'exploitation et qui constitue des facteurs d'efficience au sein de l'exploitation. Alors, si on change encore d'échelle, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a un système idéal qu'on peut multiplier à l'échelle des territoires ou des pays? Est-ce qu'il faut continuer à avoir des systèmes éventuellement très, très spécialisés qui semblent quand même des systèmes efficaces, comme on a vu dans la première figure, où on avait quand même apparemment une meilleure réponse. Donc, faut-il continuer d'intensifier et de spécialiser dans les systèmes ou favoriser de la coproduction? Alors là, je reviens toujours à la vision américaine des choses avec les articles de Capper qui montrent qu'effectivement, la vache à 10 000 litres de lait est en train de sauver la planète, puisque sur les émissions totales des États-Unis, il montrait qu'en 1944, en gros, on avait une émission, certes par vache, qui était beaucoup plus faible, c'est les barres noires, c'est les deux barres à gauche, qui étaient plus faibles en 1944 que maintenant, mais par contre par kilo de lait qui était beaucoup plus élevé, presque 3 fois plus élevé que ce que c'est aujourd'hui. Et donc, en gros, la spécialisation laitière permet de réduire énormément les impacts climatiques au niveau des États-Unis. Alors, quand on regarde la situation française, c'est intéressant parce qu'on a aussi réalisé cette spécialisation des troupeaux bovins avec deux finalités. Donc la finalité viande, on a augmenté énormément la production de viande par animal avec des carcasses de plus en plus lourdes. Vous voyez qu'il y a une évolution régulière ici du poids des carcasses à l'abattage des femelles charolaises en réforme. C'est des données que m'avait passé Jacques. Et puis, en vache laitière, on a une très belle augmentation liée à la performance génétique des animaux. On gagne en gros 100 kg de lait par vache et par an depuis 40 ans, presque bientôt régulier, sans inflexion. Et donc, il est évident qu'on s'attend à ce qu'on soit beaucoup plus efficace avec une telle amélioration des performances liées à la sélection et à l'amélioration des conduites en élevage.
Alors bien sûr, ça a quand même des impacts auxquels on peut s'attendre, hein. C'est que comme la demande n'a pas forcément augmenté en rapport, on a une baisse des effectifs de vaches laitières, donc qui en France s'est surtout traduit par une baisse de la race normande, qui est une race plus mixte et un peu moins laitière que la race Holstein, qui s'est globalement maintenue, même si ces dernières années, elle baisse depuis l'implémentation des quotas, avec un peu plus quand même d'1,5 million de vaches en moins, mais c'est presque 2 millions, un peu plus de 2 millions pour les vaches normandes. Donc il en reste de moins en moins. Et ce, au détriment, enfin, cette diminution des effectifs de vaches laitières s'est faite de façon assez spectaculaire sur un remplacement par des vaches allaitantes, des 3 races, Charolais, Limousin et Blonde d'Aquitaine principalement, et un maintien des races plus rustiques. Ce qui est plus surprenant, c'est ça. C'est de se dire finalement, est-ce qu'on a gagné avec ces animaux? On a donc bien spécialisé nos races, on a des races qui sont plus productives, en lait pour les vaches laitières, en viande pour les vaches à viande. Mais quand on prend les statistiques nationales, visiblement ça a bien marché jusqu'à 85, là. On augmentait la production de viande par animal présent, ou par femelle présente. On peut prendre les deux courbes, c'est à peu près identique. Mais depuis 25 ans, on continue d'augmenter la performance par animal, mais ça n'améliore pas la performance globale. C'est-à-dire qu'il nous faut toujours autant d'animaux pour produire la viande française actuellement. Et j'aurais pu mettre le graphe pour le lait, mais en considérant la totalité du troupeau bovin, pour le lait, c'est exactement la même chose. Par animal présent, on ne fait pas plus de lait aujourd'hui qu'hier, tout bovin confondu. Alors, comment ça s'explique, où ça passe? Et pour essayer de... Alors évidemment, les impacts sur les émissions, c'est cela, c'est-à-dire qu'en fait, ça bouge très très peu sur les émissions directes de gaz à effet de serre. Hein. Donc là, c'est direct plus indirect, lié méthane entérique plus la prise en compte des effluents, et les émissions type inventaire. Et on voit que par bovin présent, pour la viande ou pour le lait, on obtient des diminutions très 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 faibles, mais qui sont loin de retracer celles qui ont été évoquées dans les papiers américains. Alors pour faire ça, pour essayer de comprendre ça, on a fait un modèle avec Laurence Puyé dans le cadre d'un postdoc qu'elle avait fait chez nous, pour essayer de voir comment on peut expliquer ça, quoi, hein, Donc on a fait un modèle du cheptel français avec toutes les races, et à partir duquel on est capable d'extraire une démographie, puisque quand on a la structure de cette base-là, en utilisant le temps de séjour de chaque animal dans sa trajectoire de vie productive. Et on a calé en fait ces données sur les données de la BDNI, la base nationale d'identification bovine, pour essayer d'avoir une vision très, très bonne de cette structure et des paramètres que l'on peut donner en termes de production à ces animaux. C'était couplé à la base également des abattoirs pour les données de production de viande et aux données du contrôle laitier pour les productions de lait. Donc en couplant ça, on est capable de confronter les scénarios à un scénario de référence qui était 2010 pour voir si le modèle était capable de prédire à peu près les différentes catégories d'animaux et les productions. Et après, on a organisé un petit modèle qui reprenait les modèles qu'utilise le CITEPA pour calculer les émissions de gestes, donc la méthode des inventaires, et essayer de voir comment on peut remonter à ça. Donc on avait ici les productions qui étaient simulées, avec les performances pour chaque type d'animaux en fonction de l'âge à l'abattage, etc. Et on a essayé de regarder différents scénarios. On a joué comme... C'est l'avantage des modèles, hein, quand on a le contrôle de tout, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et donc, on a ici utilisé un scénario dans lequel tout se passerait bien, c'est-à-dire qu'on remplace toutes les vaches Holstein par des vaches qui font d'un seul coup 3000 litres de lait en plus, donc 11 500 litres par an. Et là, on a une petite diminution de 2% des émissions nationales, donc ça irait plutôt dans le bon sens, mais quand même, on a eu un petit regard zootechnique, et vu ce qui s'est passé sur les 20 dernières années, on a dit, mais c'est quand même probable que l'allongement des lactations qu'on observe avec les vaches fortes productrices aujourd'hui, les problèmes de fertilité, ça fasse un peu diminuer la productivité numérique, ce qui était, je pense, une sage précaution, d'après ce qu'on voit. Et si on prend en compte cette modification de la productivité numérique, eh bien en fait, on n'a plus une réduction des émissions totales de gaz à effet de serre que de 0,5%, et encore, suivant les simulations, on peut même être légèrement positif. Si on remplace tout en Prime Holstein aujourd'hui, on voit que c'est à peu près
le même ordre de réponse, c'est-à-dire des réponses extrêmement faibles sur les émissions directes de gaz à effet de serre à l'échelle des inventaires nationaux. Et ce, parce que essentiellement, on compense cette augmentation de production qui se traduit par une diminution des vaches laitières, par une augmentation des vaches allaitantes pour compenser la production de viande. J'ai oublié de dire que l'objectif dans le modèle, c'était de faire la même quantité de lait et la même quantité de viande du troupeau national. Le reste, c'était que des stratégies pour y arriver. On n'a pas changé la demande. Donc globalement, il y a peu d'intérêt si l'intensification diminue la productivité numérique des animaux, ce qui est plus que probable. Alors on a pris la question dans l'autre sens et on a dit finalement, si on met des races mixtes, est-ce que ça change aussi beaucoup? Alors on a remplacé d'un seul coup toutes les vaches par des vaches normandes, mais en gardant la même structure de production. Et là on voit qu'on a un petit peu plus d'émissions, 1%. Et surtout si on convertit tout en veaux de boucherie, comme c'est le cas en Holstein. Mais on s'est dit, le problème, c'est que les veaux de boucherie, c'est un peu créé par la vache Holstein, parce que les mâles, en fait, ils ont du mal à trouver un débouché en viande. Si jamais on a des Normands, aujourd'hui, il n'y a aucun problème pour élever des jeunes bovins normands ou des bœufs. Et donc, on va les mettre dans des filières de finition et non plus dans des filières courtes. Donc, l'essentiel ne part plus en veau de boucherie. Et là, par contre, curieusement, sur la viande, on baisse de 4% les émissions nationales, ce qui est pratiquement un des scénarios les plus forts que l'on obtient à production constante. Voilà, donc là, de nouveau, on a l'augmentation du nombre de vaches laitières qui est nécessaire. Et puis ici, la diminution qui est en grande partie compensée parce qu'on a moins de vaches allaitantes pour produire la quantité de viande. Donc là, ce qu'on voit à ces échelles un peu plus agrégées, c'est que, eh bien, à cause des interactions que l'on peut avoir entre diverses productions, le lait et la viande, on n'a pas forcément les mêmes conclusions qu'à l'échelle de l'exploitation. Et là, la spécification ou l'intensification qui paraissaient des solutions évidentes à l'échelle du système, quand on les agrège déjà à l'échelle des inventaires nationaux, c'est un petit peu moins vrai, en tout cas dans des situations qui sont celles qu'on a étudiées. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours le cas. Il y a des situations où on peut sûrement gagner, mais il y a des situations où visiblement les gains ne sont pas forcément ceux que l'on pourrait attendre. Ce qu'on a l'impression quand même quand on fait tourner nos modèles, c'est que l'amélioration de la production de viande semble plus intéressante aujourd'hui que l'amélioration de la production de lait, compte tenu des demandes en viande et en lait. Parce que évidemment, ce ratio demande viande et demande lait est déterminant dans les réponses que l'on obtient. Alors ça pose la question de est-ce qu'il faudrait en fait avoir toujours une approche bottom-up, ou est-ce qu'en fait on ne peut pas définir des formes de conception en fonction des besoins en essayant d'avoir plutôt des démarches top-down, ou comment s'y retrouver entre ces niveaux d'organisation. Donc là, en conclusion, j'ai quelques diapositives pour essayer de donner un peu une vision là-dessus, mais là, ça n'est plus des résultats de recherche. Simplement pour donner un point de vue sur la difficulté de ce problème. Le premier, c'est, à mon avis, une des difficultés, c'est de prendre en compte la finitude des ressources. Dans tous ces problèmes, on n'a pas vu apparaître vraiment les ressources. Or, les animaux, contrairement aux surfaces, ne sont pas éligibles au concept de yield gap. Le yield gap, c'est le manque de production, et en culture, c'est un peu le mot-clé pour expliquer l'intensification des systèmes. Il faut réduire le yield gap pour essayer d'avoir la meilleure efficience technique. Sur les animaux, on peut montrer que c'est absolument faux, c'est-à-dire que le yield gap n'a pas de sens en production animale parce que ce sont des transformateurs de ressources. Ce ne sont pas des productions élémentaires, ce sont des transformateurs. Donc en fait, tout dépend comment ils vont transformer les ressources qui sont produites. Et donc c'est pour ça que 3 vaches par hectare d'herbe en Nouvelle-Zélande, même si elles font que 3000 litres de lait, c'est globalement plus efficient qu'une vache à 9000 litres de lait aux États-Unis. Et pourtant, le yield gap par animal est plus important. Mais on fera plus de lait par hectare, globalement, dans le système néo-zélandais. Donc cette prise en compte là, des ressources, la finitude des ressources et de ce qui peut pousser, c'est un vrai challenge. Prendre en compte aussi la diversité des objectifs. On a vu qu'on pouvait avoir plein de productions ou fonctions de services associées à l'élevage. Et ça, c'est complètement un des vrais challenges qu'on a en système d'élevage. Le troisième point, c'est de prendre en compte les interdépendances directes et indirectes des systèmes entre eux. Ça, c'est assez difficile. On l'a vu sur les systèmes lait et viande, mais
c'est un peu plus compliqué. On a la question de la dynamique, et puis bien sûr, on a la question des mécanismes sociaux qui sont derrière, qui rendent tout ça fortement compliqué. On a aussi la question des dilemmes. Les Anglais disent souvent trade-off, mais on pourrait traduire ça dilemme souvent, parce qu'on ne sait pas où placer le curseur en fait. On a souvent des solutions qui se baladent entre deux choses qui sont un peu opposées. Diminuer la charge, par exemple, pour réduire des problèmes environnementaux sur la pression d'azote ou autre, mais ça veut dire aussi augmenter la surface. Donc si on veut réduire à la fois l'emprise sur les terres et diminuer la pression, eh bien c'est très difficile de trouver le compromis idéal, puisqu'on a deux objectifs. Souvent, on a des solutions un peu opposées entre la qualité de l'air et la qualité de l'eau. Une solution d'améliorer la qualité de l'eau, c'est parfois de l'envoyer dans l'air, mais bon, il ne faut pas se leurrer, hein, ça finit toujours par retomber. Et puis, ce n'est pas forcément mieux de dégrader l'air que de dégrader l'eau. On peut avoir, dans certains cas, d'avoir des processus qui font plutôt appel à des processus anaérobiques ou à des processus aérobiques pour essayer de maintenir les histoires d'émissions de méthane, par exemple. Mais très souvent, quand on est en anaérobique, on a du méthane. Et quand on est en aérobique, on a plutôt du N2O, parce que la dénitrification est plus importante. Et donc, les bilans gestes, ils ne sont pas évidents. C'est typiquement le cas, par exemple, sur certaines litières ou sur l'utilisation des zones humides, etc. La spécialisation des métiers versus la pluriactivité, avec la question du temps et des profits, enfin on pourrait, la question de la valeur hédonique et de la valeur nutritionnelle. On voit qu'on a beaucoup de dilemmes comme ça quand on traite les questions pour optimiser les systèmes et que c'est loin d'être évident. Concernant les surfaces et les produits, puisque j'ai parlé de cette utilisation des ressources, les ruminants et les animaux globalement sont des consommateurs énormes de ressources, donc de surface. Là, c'est un chiffre ancien à l'échelle de la France, mais on voit que pratiquement l'alimentation animale, c'est 114 millions de tonnes sur une production totale d'à peu près 160, pardon. Mais dans les 160, il y en a quand même 34 qui quittent le territoire pour l'exportation. Donc sur ce qui reste sur le territoire, on voit que 117 sur 160 moins 35, ça fait 125, c'est colossal. Que l'homme, en fait, va consommer très très peu directement de toutes ces ressources qui sont issues des 20 millions d'hectares de SAU utilisés. 30 millions, pardon. Alors, le problème, c'est qu'on a tendance à croire toujours que cette utilisation des ressources par l'animal, elle est en compétition avec l'homme. Alors, c'est ce qu'on entend partout, mais ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours en compétition avec l'homme. Toutes les surfaces ne sont pas cultivables pour des produits végétaux destinés à l'homme. L'homme ne valorise que les fruits, les tubercules, les racines des plantes et délaisse toutes les parties cellulosiques, qui sont essentiellement valorisées en général par des ruminants. Ce sont les monogastriques qui valorisent le mieux les ressources en compétition avec l'homme, mieux que les ruminants, mais c'est à peu près les seuls qui consomment vraiment beaucoup de ressources en compétition avec l'homme. Mais comme ils sont plus efficients éventuellement que les ruminants sur ces ressources, il faudra peut-être apprendre à partager. Et puis il faut aussi tenir compte que les surfaces prairiales, par exemple, offrent d'autres services, notamment des services écosystémiques, paysagers, d'auxiliaires de culture, qui sont également des atouts à prendre en compte dans l'échelle des territoires et dans la question des compétitions avec l'homme. Ici, c'est une représentation de la même chose, avec toutes les ressources consommées par l'élevage mondial, et on s'aperçoit que seulement un quart de ces ressources, tous élevages confondus à l'échelle du monde, sont des ressources qui sont en compétition avec la consommation humaine. Donc ça n'est pas forcément, ou ça pourrait être un peu réducteur de dire que les animaux mangent dans l'assiette de l'homme. Et pour finir, pour conclure, sur cette notion d'efficience et ces notions d'échelle, voilà un peu la vision que j'ai. Donc j'ai repris le triangle de la performance que mes collègues économistes doivent enseigner à tout étudiant dans les premières années, j'imagine, parce que c'est souvent très très présent dans les manuels d'économie. Là, je l'ai extrait d'un livre sur le système alimentaire mondial, mais c'est une notion assez claire, qui montre en fait les trois dimensions de ce triangle, la pertinence, l'efficience et l'efficacité qu'avait commencé à définir tout à l'heure Philippe. Et si on les redécline, je pense que dans la question qu'on pose, la première étape, ce serait sans doute d'essayer de se poser la question de la pertinence, c'est-à-dire de fixer les objectifs, notamment à des niveaux relativement agrégés, à satisfaire, avec les ressources qui sont disponibles, et de faire une préallocation des ressources qui maximise la performance globale. Et donc ça, c'est
comment on peut définir les objectifs qui vont en fait attribuer les moyens de façon optimale à chaque type de production. Et là, ça nécessite de raisonner toutes filières confondues, parce que c'est bien la valorisation maximale des ressources disponibles dans les territoires ou dans les pays ou par rapport aux enjeux qu'on se fixe qui peut permettre d'arriver à ça. Et ça, c'est donc le concept de pertinence qui est plutôt dans une approche finalement désagrégative. Et puis une fois qu'on connaît le principe de pertinence et qu'on a les objectifs et les moyens alloués pour un système, il faut travailler sur l'efficience. Donc là, on va être plutôt sur des niveaux d'organisation bas, où on va essayer d'utiliser au mieux à l'intérieur de chacun des systèmes les ressources qui ont pu être allouées dans la première étape. Et puis après, il faut vérifier quand même que ce qu'on est en train de faire, ça colle avec ce qu'on avait prévu dans l'approche très désagrégative. Et donc, il faut vérifier le concept d'efficacité et vérifier que nos résultats ils sont en adéquation avec les objectifs qu'on avait prévus dans la première étape. Et là, on va de nouveau probablement refaire une démarche agrégative et partir de la somme des performances des niveaux d'organisation inférieurs vers la performance du territoire, après en utilisant des indicateurs d'efficience. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai partagé ma conclusion avec le chat. Merci beaucoup Philippe, c'est, je trouve, une excellente introduction au débat que l'on souhaiterait faire. Donc on va dans les sessions à la fois de ce matin et cet après-midi autour d'exposés comme celui que l'on vient d'avoir là, qui nous a pris une bonne trentaine de minutes et était très explicite, je trouve, sur la manière dont ces notions-là d'efficacité et d'efficience adressent des questions, en particulier à la communauté des gens qui travaillent là sur l'élevage. Et on se donnera à chaque fois 25-30 minutes là, de discussion, d'échange avec la salle. Et là-dessus, je demanderai à Michel là, éventuellement de présider un petit peu et d'organiser les questionnements et la prise de parole là, sur les réponses autour des deux sessions de ce matin. Cet après-midi, Philippe nous fera le pitch sur les parties qui sont plus au niveau élémentaire. Donc, je ne doute pas que ça a dû vous susciter un certain nombre de questions. Qui commence? Oui, ben moi alors. Vas-y Michel. Dans ce cas-là, oui, là vraiment, tu doutes, j'ai bien apprécié ce que tu as présenté et je pense qu'il y a quelque chose qui est particulièrement intéressant et qu'il faut garder en tête, c'est un certain nombre de tes diapos de conclusion sur c'est vrai pour des trade-offs, les dilemmes, c'est quand même moins franglais, et puis les arguments concernant l'utilisation des terres, qui n'est bien sûr pas du tout... c'est pas du tout la même compétition quand on raisonne en termes de terres arables ou de pâturage. Alors quand même, j'avais un petit point avec lequel je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, c'est quand tu dis qu'au niveau animal, quand on regarde au niveau animal, on va forcément vers une logique d'intensification. Alors moi qui suis au niveau animal, je trouve que quand on regarde les processus, ça ne va pas forcément vers une logique d'intensification. Et puis d'ailleurs, je voudrais commenter la figure de Pierre Gerbert. Alors Pierre Gerbert, la FAO est souvent bien sûr critiquée, et c'est sûr que ce type de figure peut être très critiqué. Mais sur cette figure, qui est d'ailleurs non pas au niveau de l'animal, mais du territoire, puisque chaque point, c'est la moyenne d'un pays, ça montre que au niveau d'efficience, enfin de productivité très faible, alors là, il y a un problème de fortes émissions pour des productivités très faibles, mais entre les pays qui produisent en moyenne 3 000 et 10 000 kilos de lait, il n'y a pas franchement de différence. Donc ça ne va pas forcément vers le sens d'intensification. Et je crois que le gros débat, là qui était sous-entendu dans ce que tu as dit, c'est est-ce qu'on considère les émissions par kilo de produit ou par hectare. Alors c'est vrai que très souvent, enfin, ce que fait l'American Capper, c'est uniquement par kilo de produit et sans allocation, et c'est extrêmement critiquable, c'est clair. Par contre, ce qu'on peut se dire au niveau du territoire, ce que tu nous as présenté, c'est à production constante. Et si on regarde le plus grand des territoires, qui est la planète, là, on ne peut pas rester à production constante, mais au contraire, il est nécessaire de produire plus. Donc, est-ce que, quand on regarde au niveau du territoire à production constante, est-ce que c'est pas
une manière de se défausser aussi. Et dernière remarque, quand on raisonne au niveau du territoire, c'est-à-dire des inventaires nationaux, la tentation est grande de trouver des solutions où on fait polluer les autres. En France, on importe du soja et c'est les Brésiliens qui polluent pour nous. Les Italiens, ils nous importent des broutards et c'est les Français qui polluent pour produire les broutards. Alors, il y a plein de questions, hein, donc je vais essayer de répondre. Si tu as compris que mon propos était de défendre l'intensification animale, c'est que je me suis vraiment mal exprimé. Mais c'est quand même ce qui court beaucoup dans la littérature. Donc c'est pour ça que je l'ai présenté un peu sous l'angle de la revue Biblio. C'est que si on lit la revue Biblio, et dans beaucoup de pays, et dans beaucoup d'instances, c'est quand même l'intensification qui va sauver la planète à l'échelle, l'intensification notamment à l'échelle des systèmes de production. Et je pense que ça nécessite discussion. Et ça nécessite d'autant plus discussion que tous les indicateurs ne montrent pas ça. J'ai pris l'exemple français parce qu'il était intéressant dans la mesure où on n'a pas modifié le rapport entre la production de lait et la production de viande. Parce qu'il y a des pays qui ont fait le choix d'intensifier sur une production et de se spécialiser. Les Hollandais, par exemple, ils font du lait pour le monde et par contre, ils importent de la viande. Donc ils ont fait un choix. En quelques années, ils ont sacrifié leur production de viande, par exemple, pour arriver à augmenter leur production de lait. Mais là, en France, ça a gardé une autosuffisante presque équilibrée sur le lait et la viande, même s'il y a des imports et des exports. Donc c'était un cas intéressant. Et donc, pour essayer de comparer les scénarios, c'est juste dans l'objectif de se fixer quelque chose de comparable, parce que si on fait tout varier en même temps, on n'est pas capable d'interpréter. Donc dans le modèle, on a fixé la production constante pour essayer de voir quels étaient les impacts des conduites ou des stratégies de type génétique et de conduite associées pour essayer de voir les conséquences sur l'environnement. Le but n'était pas de nourrir la planète et de trouver les meilleurs scénarios. Ce qu'on constate quand même, c'est que dans un système comme la France, par exemple, augmenter la production de lait a un coût marginal en geste relativement faible. Si on veut augmenter la production de viande, c'est un coût beaucoup plus élevé. Donc à la limite, si on devait faire des choix économiques, par exemple, ou des choix, ça peut être un élément de discussion. C'est-à-dire, faut-il lâcher éventuellement quelque part sur la consommation de viande, qui est quand même un peu en baisse, et éventuellement augmenter la consommation de lait. Bon, le problème, ce qui est intéressant quand même dans le cas de la France, c'est que ces consommations, pour l'instant, elles reflètent à peu près les productions reflètent à peu près les consommations. Donc on n'est pas dans une situation où on pourrait se dire, finalement, on met la pollution chez les autres. Puisque, si on met la viande en Amérique du Sud, c'est l'Amérique du Sud qui va prendre les inventaires de pollution. Si on ne bouge pas notre consommation de viande, ça ne change rien. Donc il faut être dans des scénarios où si on fait bouger la production, il faut quand même que ça soit cohérent avec les consommations. Sinon, on va dire, c'est juste ce que tu as dit, c'est-à-dire à l'endroit où on pollue. Donc c'est effectivement ça. Mais je pense que la vraie complexité, c'est de quitter des approches d'optimisation de l'efficience par filière, où tout le monde sera plus efficient avec les meilleures ressources, sans intégrer le fait que ces ressources qui rendent les systèmes plus efficients sont aussi les plus limitantes dans l'offre de ressources que l'on peut avoir aujourd'hui sur la planète. Et donc la tension va se créer là-dessus, et ce n'est pas forcément là qu'on aura la meilleure performance globale. D'où la question de comment on peut allouer les ressources possibles à l'intérieur des différentes filières ou branches de production par rapport aux objectifs d'alimentation. Oui. Oui, bonjour Philippe. Sur ta présentation, à un moment, surtout après les résultats là, qui ont été montrés sur la Bretonne, Pinoire, là, qui finalement augmentait l'efficience des systèmes, tu as dit, il faudrait finalement, ce que j'ai compris, c'est qu'au final, le recouplage de la production de viande et de lait est favorable. Alors, ma question, non, j'ai mal compris, mais c'est ce qui se passe en fait sur des races mixtes. Quand même. Alors en fait, il y a deux manières de coupler, parce qu'on voit beaucoup de systèmes d'élevage qui finalement ont un double troupeau. Lait et viande associés, parce que ça permet d'utiliser une diversité de ressources sur l'exploitation.
Est-ce que le fait de passer à des races mixtes par rapport à ces deux systèmes adjacents, en fait, d'après notamment le type de modèle que vous avez développé, c'est plus efficient, en tout cas à l'échelle effectivement globale. Et dans ce cas-là, on peut bien comprendre dans l'idée d'un développement sur place, d'un appui au développement, que dans des pays où l'intensification lait et viande n'a pas été encore poussée, on peut dire, mais attendez, vous êtes bien comme vous êtes. Aujourd'hui, dans des pays où il y a eu déjà une intensification, aller réexpliquer aux gens. Alors, il y a un mouvement vers, les races mixtes reviennent un petit peu, mais peu. Et globalement, si on devait dire à des éleveurs, maintenant il faut que vous reveniez à des vaches qui font 3-4 000 litres de lait, on serait taxé de décroissance. Donc deux questions, effectivement, mieux comprendre par rapport à ce couplage les viandes, comment ça peut se passer, ce qui paraît le plus intéressant d'après les modélisations, et d'autre part, comment est-ce qu'on pourrait décliner ça sur des actions de développement, quoi. Alors, il faut se méfier sur le fait que c'est pas parce que ça n'améliore pas d'intensifier le lait qu'on est meilleur forcément lorsqu'on revient à des races mixtes. On n'est pas plus mauvais, on n'est pas forcément meilleur. Après, ça dépend comment on finit la viande. Parce que en termes de finition de viande, on peut montrer quand même que le veau de boucherie, sur les gestes, mais ça a déjà été publié il y a bien longtemps, c'est pas top. Et le problème, c'est que l'intensification du lait a généré le veau de boucherie. C'est un produit de la holsteinisation. Il n'y a pas beaucoup de veaux de boucherie dans les races, il y en a un petit peu. Mais c'est vrai que le veau de boucherie est quand même un produit de la holsteinisation. Donc on montre que ce n'est pas si important que ça. C'est-à-dire que là où on pourrait croire gagner avec l'augmentation de production par animal en lait et en viande, finalement les races mixtes font aussi bien. À l'échelle globale, elles font aussi bien. Donc on ne peut pas dire non plus qu'elles font mieux. Elles font aussi bien. C'est une façon de se dire, pour les allocations de ressources, c'est une chance. Parce que finalement, on peut avoir n'importe quel scénario. Et finalement, ce n'est pas ça qui va faire la différence. Peut-être que c'est mieux d'avoir plein d'élevages allaitants dans des zones finalement à ressources relativement limitées, toutes nos montagnes, etc. Mais peut-être que des vaches allaitantes dans des zones qui sont relativement riches, on peut faire de l'ensilage de maïs et des vaches allaitantes nourries à l'ensilage de maïs, pour toucher la PMTVA, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux dans l'utilisation des ressources. Voilà. Peut-être que là, il vaudrait mieux s'occuper de finir nous-mêmes des broutards dans ces systèmes-là, plutôt que de les envoyer en Italie. Voilà. Et donc, on peut réviser les allocations de ressources comme ça. Peut-être que si jamais on a beaucoup de zones océaniques, on peut se dire, non, il vaut mieux essayer de ménager des grandes surfaces de prairies dans des zones cultivables pour maintenir de la biodiversité, pour maintenir de la qualité des sols avec des races mixtes, plutôt que de tout intensifier avec beaucoup moins d'hectares sur de l'ensilage de maïs et d'importer le soja. Parce que le bilan global, il sera sans doute pas meilleur non plus. Et on perdra sans doute sur des qualités, sur d'autres impacts que l'on souhaiterait avoir au niveau des territoires, comme maintenir la biodiversité, maintenir des filtres, maintenir de la qualité de l'eau, qui peuvent être plus facilement réalisés avec des races mixtes et du pâturage. Je ne sais pas si ça répond à ta question. En partie. La partie développement. Oui. Oui, ben là, je pense que chaque territoire, il faut qu'il fasse son analyse. Il n'y a pas de. C'est ça que ça veut dire, quoi. Oui. Pour rebondir justement sur l'histoire de développement et les situations vachement localisées, effectivement, selon chaque territoire. Un exemple là, donc sur une étude que Jonathan Lavessière a menée au Sénégal sur 2 terroirs du bassin arachidien. Tu m'arrêtes si je me trompe. Et de l'impact en fait de l'intensification via l'embouche ovine. Donc effectivement, on voyait bien qu'il y avait un impact plutôt positif de l'embouche sur les cycles d'azote à l'échelle territoriale et que ça a amélioré. Alors ça ne se voyait pas tant à l'échelle des parcelles, un peu moins à l'échelle des systèmes, mais par contre il y avait un vrai gain à l'intensification à l'échelle territoriale. Et donc en termes de développement, effectivement, on voit bien que là il y a des enjeux sur des territoires où les productivités sont faibles, à pousser sans doute l'intensification. Donc c'était une comparaison entre des systèmes, un terroir où les animaux sont plutôt menés avec des systèmes traditionnels, agro-pastoraux, voire quasi-pastoraux,
et où l'embouche permettait d'apporter, donc de recycler l'azote issu des intrants extérieurs et donc de refertiliser à partir de la fumure les parcelles. Donc c'est vraiment, oui, il y a pour le coup des situations quand même assez contrastées, que les questions qui se posent sont très localisées, et notamment dans nos territoires du Sud, où les gains productifs sont, les productivités sont un peu faibles. Il y a certainement d'autres choses à voir, mais c'était bien pour montrer cette diversité ce qu'on voulait montrer à travers cette présentation, c'est bien que les questions qui se posent, elles sont différentes à différentes échelles et selon différents contextes. Pour rajouter un tout petit peu de piment, et au-delà d'une dimension, je vous ai introduit ce matin là, les quelques échanges eus avec les collègues indiens. Et pour rebondir sur l'exposé là de Philippe, bon, vous allez en Inde, la viande, ça n'existe pas, la viande de vache. Et quand vous demandez ce que deviennent les animaux, c'est mystérieux. On ne veut pas parler de ça parce que c'est culturel, c'est politique. Et donc vous imaginez à l'échelle d'un pays où il y a 300 millions d'animaux et où il faut faire des choix politiques sur un futur, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va promouvoir dans le futur comme modèle de développement. Et le raisonnement de la question est bien évidemment à adapter au contexte local. Je ne dis pas que les animaux ne sont pas valorisés, mais ça part dans des filières très très particulières et ce n'est pas du tout un objectif que de produire de la viande. Par contre, c'en est un majeur que de donner du lait à toute la population, quoi. À l'inverse, ou en parallèle, dans une autre situation toujours asiatique, les échanges qu'on avait il y a quelques semaines là, avec le projet Révalter, qui est un autre projet ANR et qui traite là, de la question du développement de la production laitière à l'échelle du Vietnam. Vous avez là un pays qui fait 70 millions d'habitants, qui est en pleine expansion économique, et où 70% de la population active est dans l'agriculture. On consomme, comme le revenu augmente, un peu plus de lait. Je peux en témoigner pour avoir connu le Vietnam en 90 où on consommait 1 litre par habitant. Ils en sont maintenant à peu près 20 litres par habitant. Le Vietnam se positionne sur le plan économique comme un pays avec un énorme potentiel parce que la main-d'œuvre est relativement peu coûteuse et vous voyez se développer à l'intérieur même des campagnes, des usines Toshiba, Matsushita, Samsung. Samsung est un acteur majeur de l'économie au Vietnam. Le bureau politique central qui dirige le pays est confronté à des choix. Qu'est-ce qu'on fait? La demande en lait augmente. On gagne plus d'argent en vendant des ordinateurs, mais on doit dépenser beaucoup d'argent pour importer de la poudre de lait, refaire du lait. Comment faire pour en produire plus à l'intérieur du pays? Et il se trouve alors confronté à soit accroître à travers les systèmes nationaux de l'État, d'extension, le développement d'une production laitière de petits producteurs qui produisent 1000, 2000 litres par vache, ou discuter avec un triumvirat, Cargill, New Zealand, Israël, qui vient expliquer, moi je vais vous développer une ferme de 30 000 têtes qui va produire largement plus que tout ce que les petits producteurs vont faire. Comment voit-on ça? Et c'est un petit peu les questionnements là qui me semblaient ressortir dans l'exposé vraiment intéressant que Philippe faisait sur au-delà des questions très techniques, c'est tout le cheminement qu'il y a à faire. Doit-on partir du local et effectivement tel système, telle vache va être plus ou moins productive, ou réellement partir de visions globales et qui ne sont pas que des questions environnementales, c'est également sociopolitique, et comment après redécline-t-on et éclaire-t-on les choix possibles pour faire aller dans du up to the bottom ou bottom up. C'est certainement quelque chose qui demande encore à ce que l'on approfondisse les façons de voir, les manières d'éclairer, et dans le cas des productions animales, c'est certainement une question majeure. Oui, merci. Philippe, quand tu as parlé de l'allocation dans différentes fonctions,
on peut avoir l'impression que plus on mettra de fonctions sur une production et plus elle apparaîtra efficace. Donc, est-ce qu'il y a un système de pondération qui permet de normaliser cette présentation? Alors, ma position, c'est que quand il y a trop de fonctions, de toute façon, l'allocation ne marche plus du tout. Il faut être clair. On n'est pas capable de faire des allocations sur des productions qui rendent des services multiples. La seule façon de le faire, à mon avis, correctement, c'est de travailler en scénario. C'est-à-dire qu'il faut évaluer des scénarios dans lesquels on teste différentes choses. C'est-à-dire, effectivement, on peut mettre un troupeau Holstein au Mali et lui faire beaucoup de lait et puis arrêter les petits troupeaux. Mais comment on résout le problème de la fertilisation? Comment on résout le problème de l'attraction animale pour l'agriculture? Comment on résout le problème des banques? Comment on résout, puisque les troupeaux, c'est du capital sur pattes, qui en plus est mobile. Comment on résout tous ces problèmes-là? Parce qu'il faut maintenir ces fonctions. Et donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place dans un scénario alternatif? Et comment on va évaluer les coûts et les impacts de toutes ces solutions alternatives pour remplacer ces fonctions? Parce que quand on est sur des fonctions de service, la question, c'est qu'est-ce qu'on va être si on les supprime pour focaliser sur une production unique plus efficace, comment on remplace les autres fonctions de service dans le territoire? Et ça, c'est une question qui est sacrément compliquée, quoi. Parce que dans des territoires où il y a à l'échelle des systèmes un élevage qui rend effectivement de multiples services, c'est pas évident du jour au lendemain d'arriver à recréer toutes les infrastructures et de faire tous les investissements qui sont nécessaires pour ça. On voit bien que déjà acheter de l'engrais azoté en Afrique, ça nécessite du microcrédit, ça nécessite quelque part des systèmes de banque pour arriver à emprunter avant de faire les cultures, ça nécessite plein de choses. Donc, et ça ne se fera pas du jour au lendemain. En plus, ça a d'autres propriétés sur la matière organique des sols. Donc, moi, c'est ma vision. Quand on est dans ces questions aussi complexes, il faut comparer des scénarios et évaluer les conséquences à l'échelle du territoire ou à l'échelle éventuellement du pays. Oui, bonjour. Je me demandais aussi si la question prolongée, ces questions de cohabitation, de système, c'était peut-être pas un ou l'autre système, mais c'était la cohabitation des systèmes et maintenir des systèmes familiaux en même temps que faire venir des systèmes plus productifs, mais à ce moment-là, sans que les systèmes familiaux se cassent la gueule et puissent subsister et fournir ces services-là en même temps. Et je suis complètement d'accord avec ça, et ça veut dire que, quand je parlais de l'allocation des ressources, ça veut dire que quelque part, si on veut que le territoire fonctionne au maximum de ses possibilités, il y a des gens qui vont devoir valoriser des ressources qui ne sont pas forcément les plus intéressantes pour lui. Et donc, il faut qu'il soit dédommagé pour ce service qu'il rend à la production, entre guillemets, globale du territoire. S'il est mieux à valoriser, à la limite, un parcours pour entretenir des zones sylvopastorales plutôt que d'acheter du concentré et de valoriser ça, alors qu'il va gagner moins d'argent peut-être en le faisant, eh bien, il faudra qu'il soit compensé parce que ça rend service et ça permet d'allouer ses ressources à d'autres filières qui vont être plus efficaces avec. Donc ça, il faut quelque part aussi, c'est un problème d'allocation et de savoir comment on redistribue finalement une richesse globale qui est maximisée par cette organisation optimale des ressources qu'on a allouées, mais qui pourrait faire qu'il y ait des gagnants et des perdants. Ben ça, il faut trouver des systèmes qui font qu'on s'y retrouve, et ça, c'est de la redistribution. Oui, Jean-Luc. Moi, je reviens sur cette question effectivement des territoires, avec une approche aussi qu'on voit beaucoup dans les collectivités au jour d'aujourd'hui, qui est les plans climat, énergie, territoire. Donc où il y a plein de questions, enfin il y a plein de choses qu'on sait faire au jour d'aujourd'hui sur le bâtiment, sur l'économie d'énergie, enfin dans un objectif, lutte contre le changement climatique, réduction des émissions de gaz à effet de serre, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on sait faire mécaniquement, on va dire, sur les champs du bâtiment, du transport et autres. Et sur le domaine de l'agriculture, ça reste un peu le parent pauvre, on va dire, de ces prospectives territoriales, parce que on est quand même à l'échelle des territoires et des projections suivant les cas 2020 ou 2050, enfin pour prendre des échéances plutôt moyen, long terme.
Et effectivement, les questions agricoles apparaissent régulièrement comme des questions faibles parce qu'on sait pas comment, enfin, les gens ne savent pas comment s'y prendre concrètement, quoi. Et donc, il y a des actions qui sont menées. Enfin, donc, on voit un certain nombre de plans climat dans le volet agriculture comprend un peu de restauration, circuits courts, quelques changements de pratique, quelques accompagnements sur l'économie d'énergie, par exemple, ou des choses comme ça, un peu d'énergie renouvelable aussi, mais des plans climat territoriaux qui prennent effectivement en compte le projet agricole du territoire et ses impacts, positifs et négatifs à tous les sens et dans toutes les dimensions, c'est assez rare globalement. Alors nous, on a travaillé, enfin c'est pas pour faire de la promo, mais avec l'ADEME, etc., on travaille sur des outils, Climagri par exemple, qui est un outil d'approche territoriale, agriculture, forêt, c'est un peu limite quand même, mais surtout agriculture et évaluation des gaz à effet de serre sur un territoire. Et c'est vrai que ce type d'outil permet effectivement de prendre en compte toutes les productions du territoire. Enfin, je dirais, contrairement à des approches inventaires où on évalue juste la quantité d'émissions, là on met en face la production, entre guillemets, et du coup le territoire est obligé de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait comme production demain? Enfin, aujourd'hui on a ça, on a de la production animale, de la production végétale sous ces différentes formes. Qu'est-ce qu'on veut faire demain et comment vous, votre territoire, vous voulez effectivement qu'il évolue sous l'angle des productions agricoles et du coup, quelles seront aussi ses conséquences en termes entre autres de gaz à effet de serre et d'autres impacts environnementaux, mais quelles seront ses conséquences? Et ça, ce type d'approche effectivement permet d'abord que les gens se réapproprient la production agricole du territoire, au sens positif du terme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on est capable de produire, quelles sont nos envies et nos évolutions en fonction de notre caractéristique aussi de territoire, des zones facilement productives ou des zones extensives qu'on a du mal à valoriser. Enfin, si on prend ici la région Montpellier-Rennes, etc., on va retrouver des garrigues et autres. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les laisse comme ça? Est-ce qu'on les utilise en agricole ou pas, etc. Donc il y a plein de territoires comme ça différents qui se questionnent. Et c'est vrai que c'est en train d'un peu de changer, effectivement, pour dire, oui, qu'est-ce qu'on va faire comme production sur notre territoire, quoi, et donc ses impacts. Moi, je voudrais remettre une couche, on va dire, peut-être sur l'urgence climatique aussi. Certes, il faut produire, on va dire, végétal ou animal, mais aussi, il faut prendre un moment en compte, Michel et à toi Philippe, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, pour l'instant, les systèmes animaux ne bougent pas trop, entre guillemets, les réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, notre défi, on va dire collectif, alors certes, à l'échelle métropolitaine, c'est pas la même chose qu'à l'échelle mondiale, bien évidemment, mais à l'échelle métropolitaine, comment on fait pour diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre et que chacun des secteurs d'activité y apporte sa part. Nous, à l'échelle de l'agriculture, pour le secteur agricole, on n'a pas trouvé, entre guillemets, la solution pour dire on réduit par 4 les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. On n'y arrive pas. On va dire, même en réduisant, et c'est ce qu'on a fait dans le cadre du scénario After 2050, en réduisant la demande. Tu as dit tout à l'heure, on stabilise la demande en lait ou en viande et autres produits. Nous, le seul moyen, je dirais, pour améliorer et pouvoir atteindre donc une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole, c'est de réduire la demande, entre guillemets, donc de modifier, entre guillemets, le comportement des consommateurs et donc qui consomment différemment le lait, la viande et les autres produits végétaux et s'alimentent de manière différente. C'est le seul moyen, effectivement, pour arriver à avoir un impact vraiment significatif sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre de notre métropole, pour prendre cet aspect-là. Voilà. Avec un petit bémol quand même, parce que quand on regarde l'étude Dualine, par exemple, l'étude Dualine, elle dit que certes, la consommation de viande, c'est un facteur important, mais quand on regarde les gens qui ont réduit leur consommation de viande, ils se reportent sur des produits en plus grande quantité qui sont aussi relativement énergivores, parce que les légumes, c'est relativement énergivore, les fruits, c'est relativement énergivore, c'est pas neutre en termes environnementaux. Et donc, la substitution de la viande par les autres produits est ouverte. Ce n'est pas parce qu'on attaque le produit qui est a priori le plus émetteur qu'en le supprimant, on a réduit les émissions globales. Il faut toujours étudier les scénarios de substitution. Sinon, on va dire des bêtises. Il ne suffit pas de prendre le plus gros poste et de dire on va réduire le plus gros poste pour gagner. C'est qu'est-ce qui se passe si on réduit ce plus gros poste et par quoi c'est compensé pour arriver à réaliser les mêmes fonctions. Et ce sera toujours vrai. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est en ça qu'il faut toujours, à mon avis, travailler plutôt sur des comparaisons de scénarios. Deux compléments à ce que disait Jean-Luc. Premièrement, ce qu'a bien montré l'Institut de l'élevage, c'est qu'intrasystème, puis toi aussi tu dois avoir les données, il y a une énorme variation entre exploitations, ce qui montre que d'une exploitation à l'autre, on peut faire des gains, mais encore faut-il bien préciser comment y arriver. La deuxième chose,
Vous savez qu'il y a eu une grosse étude de l'INRA, comment diminuer les gaz à effet de serre en agriculture, trouver 10 moyens. Alors, au plan technique, c'est possible, mais c'est des moyens qui, malheureusement, ne sont pas tellement faciles à mettre en musique. Et là, je trouve l'excellente présentation de Philippe est malheureusement un peu pessimiste. Moi, parce que déjà, les agriculteurs n'aiment pas trop changer leurs pratiques en disant qu'ils ont les bonnes pratiques. Alors si on leur propose de changer de système, alors là, je ne vois pas comment ça peut être possible sans des politiques publiques fortes. Et ça, au niveau français, je crois que c'est pareil pour tous les pays. Alors, une dernière question à Manu, parce que le temps passe. Oui, j'aurais deux remarques à faire. Tu as montré que les interactions agriculture-élevage pouvaient se décliner à l'échelle de l'exploitation. Je pense qu'elles peuvent aussi se décliner à l'échelle du territoire par du recyclage ou des échanges de biomasse entre filières. Bon, je prends l'exemple que je connais bien à La Réunion, les échanges entre les planteurs de canne à sucre, la filière canne à sucre et la filière bovine, à la fois consommation de paille et puis recyclage des effluents d'élevage. Actuellement, 90% des planteurs utilisent de l'azote minéral qu'ils achètent et un gros problème de recyclage donc des matières organiques issues de l'élevage, que ce soit bovin mais surtout porcin. Donc à cette échelle-là, je pense que ça peut se décliner aussi. Une autre question aussi qui est souvent en lien avec les territoires et l'efficience des territoires, c'est les plantes à multi-usage. Donc là aussi, je reviens à la canne à sucre. C'est assez emblématique. Elle peut être utilisée pour le sucre, pour l'énergie, on la brûle. Elle peut être utilisée pour le mulch et elle peut être utilisée pour l'alimentation animale. Alors la question qui se pose aujourd'hui à La Réunion, c'est en fonction du contexte international, quel usage privilégié? Et au-delà de ça, quel modèle de prix attribuer à chacun des usages pour maximiser l'efficience, qu'elle soit économique ou environnementale? Je suis d'accord avec sur la première remarque, je ferai même une petite pub pour le projet européen Can Together, qui aborde typiquement la question de Crop and Animal Together, et qui pose cette question de faut-il complémenter ces activités ou organiser ces activités à l'échelle de l'exploitation, du territoire, quelle complémentarité faut-il rechercher? Est-ce qu'on a toujours des bénéfices? Parce que ce n'est pas toujours aussi évident que ça. Ça paraît bien sur le papier et c'est plus difficile des fois à démontrer. Mais ça dépend des contextes. Surtout, ce qu'on voit, c'est que c'est en train de disparaître. Donc de toute façon, si c'est bien, c'est mal parti. Parce que c'est vraiment quelque chose qui régresse. Voilà, un commentaire pub. Bon, alors je crois qu'il faut clore la séance. Il y a un café qui vous attend. Alors peut-être qu'on aura un peu moins de temps, que Philippe en reprend 11 heures. Bon, alors donc ça sera un rapide café. Et merci Philippe et merci à la salle. Juste un petit point sur l'organisation là, pour les personnes extérieures au CIRAD qui mangent ici. Pensez pendant la pause, si vous le pouvez, à retirer votre ticket de cantine pour éviter le bouchon qu'on a eu hier là, et l'attente pour que chacun puisse retirer son